Bienvenue congénères. Salut les gens. Ravi de vous retrouver dans notre zone de dépression sélective. La dernière fois, nous avons parlé de ce qu'était la variation et de son rôle central dans les mécanismes de base de l'évolution. Cependant, cela n'a pas toujours été évident, et un problème de compréhension persiste encore de nos jours par le fait qu'il y a confusion entre plusieurs échelles d'observation. D'observation. Tu es sûr que tu es mieux placé pour en parler, Gilbert? Tu tiens vraiment à ce que je t'en colle une? Suis le script. Ok. Bon, concrètement, cette confusion des échelles, qu'est-ce que ça implique? Commençons par un bref historique. Au XIXe siècle, presque tous les naturalistes sont fixistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que toutes les espèces sont immuables. Qu'elles sont restées telles qu'elles ont été créées par la main divine dans l'idée. Mais déjà, certains observent et s'interrogent, notamment en ce qui concerne les fossiles, preuve d'une vie très ancienne et du phénomène d'extinction des espèces. Ainsi, en France, Cocorico. un certain Jean-Baptiste de Lamarck, botaniste, publie en 1809 sa philosophie zoologique, avec son concept de transformation des espèces, qui, je vous avoue, ne fait pas l'unanimité. Lamarck a effectivement compris, en observant des fossiles, qu'il y avait un lien entre des espèces anciennes et des espèces actuelles leur ressemblant, un rapport d'ancêtre à descendant. Et c'était bien vu. Bien vu. C'est marrant que tu te dises ça parce que... Non, attends, je les connais! Donc, tu disais... Là où ça pêche, c'est sur les mécanismes pour expliquer cette transformation. Là-dessus, Lamarck a merdé grave. Lamarck, comme tous ceux de son époque, croyait à deux concepts que l'on sait faux aujourd'hui. La génération spontanée, c'est le fait que la vie puisse apparaître spontanément de la matière inerte. Regardez, je laisse pourrir un truc et il y a de la moisissure qui apparaît dessus. Waouh! Et c'est pareil avec les mouches et la viande daubée. Soyons indulgents, à l'époque on ne connaît pas les microbes et il faudra attendre Pasteur pour mettre fin à ce concept. La transmission des caractères acquis. En gros, ce que l'individu subit dans sa vie peut se transmettre à ses enfants. Ouais, c'est vrai que ça paraît con dit comme ça. On sait bien qu'un mec amputé donnera jamais naissance à un gosse avec une jambe en moins, ou qu'un mec bodybuildé donnera pas un gamin musclé. Mais pareil, à l'époque, la génétique n'existe pas et on n'y connaît rien aux lois d'hérédité. Notons également que Lamarck est l'héritier d'une science naturelle fixiste, une théologie naturelle même, notamment le système naturel de classification de Linné, datant du XVIIIe siècle, qui a une vision hiérarchisée et une notion uniforme des ensembles que l'on qualifie d'espèces ou de populations. C'est la pensée typologiste. Il n'y a pas de changement dans la population, seulement un type porteur d'une essence qui le transcende. La variation intraspécifique n'existe pas vraiment. Pour Linné, elle est négligeable et ne résulte que de la corruption matérielle du plan divin de création. Et Lamarck, bien que transformiste, est influencé par ces notions de hiérarchie et d'uniformité. Mais ce qu'il kiffe par-dessus tout, Lamarck, c'est la notion d'effort. Oh oui, et de l'effort, préparez-vous, vous allez en bouffer. Donc, quelle est la vision de Lamarck? Eh bien pour Lamarck, lorsque les conditions de vie de l'individu changent, il va faire un effort afin de s'adapter et de survivre. Le meilleur exemple, et le plus connu, c'est celui de la girafe. À une époque, les girafes avaient un cou court. Puis la nourriture a commencé à manquer, et les seules feuilles restantes étaient en hauteur, inaccessibles. Du coup, quoi qu'elles ont fait les girafes? Un gros effort en tirant un donf sur leur cou pour atteindre les feuilles. Tout à fait. À force d'efforts inqualifiables sur leurs muscles et leurs articulations cervicales, ces girafes ancestrales ont réussi à gagner quelques centimètres. Mais le résultat de ces efforts s'est transmis à la prochaine génération. Mais si, vous savez, héritabilité des caractères acquis, tout ça... Et donc, de génération en génération, et par accumulation des efforts allant dans le même sens, selon une sorte de volonté liée à l'environnement, nous voilà avec nos girafes, qui ont un long cou. Voilà. Bon. C'est quoi qui cloche? On n'a pas de notion de variabilité dans la population ou de sélection. Tous les individus fournissent le même effort dans une seule direction. Pas de hasard ici. Mais il n'y a pas d'idée d'avantage sélectif ou de succès reproducteur différentiel. La variation est générale et suit un projet. Au pire, ceux qui ne font pas assez d'efforts meurent de faim. C'est l'individu qui s'adapte durant sa vie. Et c'est là qu'est commise l'erreur d'échelle. Parce que ça ne marche pas dans les faits.
De plus, pour Lamarck, toutes les espèces se transforment à la même vitesse et vers un même but, les formes de vie inférieures évoluant vers des êtres supérieurs, le summum étant l'homme. Raisonnement finaliste et notion de valeur liée à l'échelle naturelle des êtres qui hiérarchisent le vivant à l'époque, et dont on reparlera. Comment expliquer alors la coexistence entre les humains et les vers de terre? Génération spontanée. Les êtres les plus inférieurs continuent de se former à partir de rien et se transforment de génération en génération en même temps que les êtres plus élevés sur l'échelle, ce qui fait que l'on a toutes les étapes du vivant qui sont contemporaines. Ouais, pas très convaincant tout ça. On va avancer de 50 ans. 1859. Le naturaliste britannique Charles Darwin publie De l'origine des espèces et introduit le facteur aléatoire. Pour info, il faut préciser que Darwin ne connaissait pas mieux les lois de l'hérédité que Lamarck, donc le problème n'est pas là. Non, le truc c'est que pour Lamarck, la variation apparaît aux besoins du porteur. Pour Darwin, elle est fortuite. Le concept d'espèce ou de population n'est qu'artificiel. C'est une convention de langage, un outil pratique. Là où Linné voit un type qui subit des dégénérescences, Darwin ne voit que des individus. Donc l'autre chose, c'est que chez Lamarck, l'espèce est réelle. La variation individuelle illustre celle de toute la population qui est homogène et explique le changement. Darwin, lui, ne voit que des individus qui varient et essaie d'expliquer du coup la régularité d'une population, pas le changement. C'est là qu'est introduite la sélection. C'est elle qui explique comment, malgré la variation, due au hasard, on arrive à maintenir du semblable à l'échelle populationnelle. Je ne savais pas trop quand aborder ce processus, et un épisode consacré serait trop court. Bon, tant qu'on parle d'adaptation. Waouh, le roi de la transition. Si ça doit partir en sucette, j'aime autant me barrer et revenir pour la conclusion. En attendant, démerde-toi. L'exaptation, c'est l'art du recyclage naturel. Une forme d'adaptation qui fait du neuf avec du vieux en quelque sorte. En gros, c'est l'idée que l'adaptation actuelle d'un organe, donc sa fonction, n'est pas la même que l'adaptation à l'origine de cet organe. Je vais donner 4 exemples. Nos poumons, qui servent donc à la respiration aérienne, sont issus d'un organe à la structure très similaire que l'on retrouve encore chez les poissons actuels, qui respirent donc avec des branchies, que l'on appelle la vessie natatoire et qui sert à la flottaison de l'animal dans l'eau. Les osselets de l'oreille moyenne, marteau, enclume, étrier, qu'on retrouve chez les mammifères et qui participent à la transmission des sons, se retrouvent dans la mâchoire de tous les autres vertébrés, où ils forment l'articulation avec le crâne. D'ailleurs, lors du développement embryonnaire d'un mammifère, on voit parfaitement ces os migrés de la mandibule à l'oreille. Au même titre, on sait grâce à l'embryologie que la mâchoire a pour origine les 2 premiers arcs branchiaux. Les dents ont pour origine des écailles cutanées qui se sont spécialisées. Cela s'observe parfaitement chez les requins, dont les écailles, qu'on appelle denticules et qui servent à leur hydrodynamisme et leur vitesse, ont la même structure que leurs dents. Les plumes primitives, qui avaient à l'origine seulement un rôle thermorégulateur, ont évolué vers des fonctions de parade nuptiale pour la reproduction et de vol. Idem pour les ailes, qui ont une structure similaire à n'importe quel autre membre de tétrapode, mais selon leur forme ont une fonction différente. Bon, qu'est-ce qu'on en tire de tout ça? Voilà le problème qui persiste, et moi-même je n'ai pas vraiment fait de distinction entre apte et adapté dans l'épisode précédent, dans une volonté de simplification. Pour Lamarck, aptitude et adaptation sont la même chose. Mais dans les faits, l'aptitude est une propriété de l'individu et l'adaptation une propriété de la population. Dire d'un individu qu'il est adapté à son milieu est erroné. Il possède juste des caractères le rendant plus apte à la survie ou à la reproduction. Car oui, quand on parle de l'échelle individuelle, on parle de l'individu, mais aussi de sa filiation. L'adaptation, je le répète, c'est populationnel et c'est dépendant de la sélection. Or, cette erreur de compréhension est encore très présente et beaucoup de gens la font, y compris des scientifiques, essentiellement français et de la vieille école, qui ont toujours une vision lamarckienne et une idée d'effort d'adaptation des individus et de progrès. Même des documentaires de vulgarisation scientifique nous vendent cette fausse image, avec des individus qui changent à vue d'œil dans une idée d'amélioration linéaire, ou des hominidés qui décident de se dresser dans la savane, comme ça, tranquille, et deviennent spontanément bipèdes. Hé les mecs, regardez!
ce que j'arrive à faire. Venez, on lance la main. Ah ouais, c'est trop swag. Ça trompe cul. En bref, la variation propose, la sélection dispose.